Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver, de partager quelques minutes avec vous, tranquille, autour d'un bon thé ou d'un bon café, ou je ne sais pas ce que vous buvez, pour un blog un petit peu particulier, puisque même si vous allez voir à l'image mon quotidien, et notamment la réalisation d'une nouvelle peinture yokai, la Yorogumo, ou femme araignée, ma voix en off traitera d'un sujet qui pose pas mal de questionnements et de problèmes à certains aujourd'hui, c'est-à-dire les réseaux sociaux et Instagram plus particulièrement. En mode témoignage en quelque sorte, je vais vous parler de mon expérience des réseaux sociaux et de tout ce qui est communication en fait sur Internet. Je vous invite à me suivre et peut-être à prendre quelques notes, même si je ne vais pas prodiguer vraiment des conseils de spécialistes, hein, attention, mais plutôt des expériences bien réelles sur les réseaux, bonnes ou mauvaises, avec mon petit compte Instagram. Ce seront mes propres expériences. Je vous mettrai en description de la vidéo les temps des chapitres éventuellement, car oui, j'ai un peu ordonné tout ça pour éviter le gros fouillis. Avoir un retour d'expérience d'un petit compte Instagram sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est vraiment utile? Alors, dans ma précédente vidéo, je vous avais demandé si ça vous intéressait, si justement avoir mon retour d'expérience en tant que petite sur les réseaux. Et j'ai reçu des réponses, alors en message privé, parce qu'apparemment vous êtes timide, il faut croire, mais en message privé, oui, on m'a dit que ça pouvait être intéressant justement d'avoir un retour, parce que même si j'ai un petit compte, j'ai quand même fait pas mal de choses et j'ai quand même essayé pas mal de choses sur Facebook et surtout Instagram. Et c'est justement parce que j'ai pas un compte énorme, que je ne suis pas quelqu'un qui est déjà connu sur Instagram, etc., que ça semblait vous intéresser. Et c'est vrai que même si, je rappelle, donc j'ai un tout petit compte puisque je suis bien en dessous des 1000 followers, ça peut être intéressant. Alors, j'avais atteint les 2000 followers en fait, et j'ai dû supprimer plus de 1000 abonnés. J'expliquerai tout ça plus loin dans la vidéo, vous inquiétez pas. Bref, tout ça pour dire que même si j'ai un petit compte, ça peut permettre justement d'avoir un avis plus proche de vous, en tout cas c'est ce que vous ressentiez quand vous m'avez envoyé vos messages. Alors il faut savoir, pour ceux qui me connaissent, peut-être pas tout à fait, que je suis illustratrice artiste à plein temps. J'ai quitté mon métier plus alimentaire, on va dire, l'année dernière, mais j'étais déjà depuis plusieurs années en temps partiel, c'est-à-dire à moitié sur un travail, dans l'enseignement pour tout vous dire, et à moitié donc artiste illustratrice. Je suis déclarée professionnellement depuis 2015, puisque c'est là que j'ai eu des contrats d'édition, donc je n'ai pas eu le choix d'avoir un statut, et c'est tout à fait normal. Et à l'époque, j'avais choisi le statut d'auto-entrepreneur pour différentes raisons, tout simplement parce que ça collait pas encore avec la maison des artistes. 2015, ça commence à dater un petit peu, les choses ont évolué. J'ai toujours gardé pour l'instant ce statut d'auto-entrepreneur, je réfléchirai plus tard éventuellement changer, mais on n'abordera pas ici le questionnement des statuts. Si jamais mon passage de ma vie, on va dire, professionnelle en tant qu'employé avec un contrat à ma vie d'artiste, donc si ce passage vous intéresse, je vous invite à voir mon premier article de blog sur mon site internet marticruz.fr où j'explique un peu ce que j'ai fait et comment je m'y suis préparée. Voilà. Les réseaux sociaux, c'est une jolie vitrine, mais est-ce qu'elle doit être forcément parfaite? Je suis partie du principe, comme tout le monde d'ailleurs je pense, que les réseaux sociaux, il fallait montrer des travaux finis, de belles choses en gros, comme si c'était une vitrine, mais un peu une vitrine de musée où on devait montrer que des productions parfaites. Et en fait, je me trompais pas, mais ça, c'était avant. L'Instagram d'avant, c'est vrai que c'était, on va dire, de jolies vitrines avec de beaux feeds bien organisés. Il y avait d'ailleurs, je crois que ça existe toujours, des applications pour organiser ces feeds, pour qu'ils soient jolis à regarder, etc. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Si vous montrez trop de la
perfection, au bout d'un certain temps, vous allez lasser les gens. Il y en a même qui parlent de feed triste. C'est quand même un comble quand on essaye de montrer des productions bien finies et très belles à regarder. Mais en tout cas, c'est ce qui se dit. Il vaut mieux maintenant montrer un processus créatif. Comment on s'y prend? Montrer des avancées de travaux, montrer des travaux en cours, des work in progress. Et même une fois terminés, une fois que vos travaux sont terminés, avoir des postes parfaits de temps en temps, c'est très bien sûr. Mais il ne faut pas que ce soit la norme sur tout le compte. Ça, j'avoue, je l'ai compris tardivement, vraiment il n'y a pas très longtemps. La perfection n'est pas forcément ce qui attire le plus d'engagement. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ne faites pas exprès de faire des trucs moches, c'est pas ce que je vous dis, mais vous pouvez de temps en temps vous donner la possibilité de mettre des travaux qui ne sont pas finis ou des travaux qui sont photographiés en biais sur votre espace de travail ou dans votre atelier. N'essayez pas de faire toujours l'image parfaite, ça rend en fait votre compte assez froid, ça peut lasser plutôt qu'autre chose. Mettez pas non plus des images floues ou mal prises, attention, on est bien d'accord, mais contextualisez ou humanisez vos réalisations. Et les gens aiment aussi beaucoup vous voir, vous. Donc si vous êtes timide, il va falloir essayer de passer un peu outre, parce que c'est vrai que voir vos têtes, les gens apprécient maintenant. Passer en mode professionnel créateur, est-ce que ça apporte plus de vues? Et les pubs payantes, est-ce que c'est une bonne idée? Ensuite, j'ai cru que être en mode professionnel, ou en tout cas créateur, ça c'est sur Instagram. Ça dépend parce que les deux sont proposés sur Instagram. Donc je me suis dit que ça allait augmenter mon nombre de vues. Alors, spoiler alerte, non. Contrairement à ce que certains peuvent vous dire, ça ne vous rend pas du tout plus visible. Par contre, peut-être que le robot Instagram arrivera mieux à vous cataloguer, donc à savoir que vous êtes un artiste par exemple, et peut-être à vous faire apparaître sur le fil des gens qui pourraient être plus cibles ou intéressés. Mais clairement, moi, j'ai pas remarqué de différence, que ce soit d'un compte personnel, sur un compte pro ou créateur. J'ai eu même les trois. J'ai eu un compte personnel, j'ai eu un compte pro, et quand il a été créé, j'ai eu un compte créateur. Très franchement, j'ai pas remarqué vraiment de différence à mon petit niveau d'abonnés. Je pense que si vous êtes en dessous des 5000 abonnés, le compte pro, il est peut-être pas obligatoire. Maintenant, si vous voulez le prendre, allez-y, prenez-le, prenez un compte pro ou créateur. Mais moi, personnellement, j'ai pas vu de différence. J'en ai même vu une qui peut vous surprendre. C'est que ça m'arrive de temps en temps de passer de l'un à l'autre, parce qu'en soi, ça pose pas vraiment de problème. Et j'ai plus d'engagement quand je suis en mode particulier qu'en mode professionnel ou créateur. Apparemment, j'ai plus de vues. Alors, je ne veux pas tirer trop de conclusions, c'est encore trop récent, mais très franchement, le passage de l'un à l'autre, moi, ça m'a rien apporté de positif quand je suis passée en mode professionnel ou créateur. Voilà. Ça m'a pas apporté non plus vraiment du négatif, mais ça m'a rien apporté d'autre. Quand je suis sur un compte professionnel ou créateur, Facebook et Instagram proposent maintenant de payer de la publicité pour être plus mis en avant. Alors forcément, ayant un peu de sous de côté à un certain moment pour tout ce qui est communication, et puis parce que ça rentrait aussi dans le cadre de mon travail d'être visible, j'ai accepté de payer quelques campagnes de publicité. Alors je vous dis franchement, les premières que j'ai faites, c'était il y a 2 ans à peu près. Elles fonctionnaient, vraiment. Oui. Je mettais pas très cher, je me donnais une base maximale de une vingtaine d'euros à peine, et ça me ramenait vraiment pas mal de vues, pas mal de likes. J'avais plutôt des gens intéressés, parce que c'était moi qui choisissais toujours le type d'abonné que je voulais toucher. On peut aller dans les critères et je sélectionnais moi-même. Je ne laissais pas l'algorithme choisir pour moi en fait à l'époque, et j'arrivais à avoir un engagement de 300-500 likes par post. C'était vraiment cool, mais c'était il y a déjà très 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 longtemps. Ben oui, parce que 2-3 ans au niveau des réseaux sociaux, c'est vieux, ça tourne vite. Aujourd'hui, clairement, j'ai retesté il y a plusieurs mois de ça. C'était au tout début où j'avais arrêté mon métier alimentaire.
donc il y a quelques mois, et la pub n'a rien donné. J'ai eu très peu d'engagement, mais franchement très très peu. Et j'ai même eu un retour de bâton, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais payé cette pub-là, je me suis rendu compte qu'après, sans publicité, j'étais complètement devenue invisible. J'ai eu l'explication par le biais d'un autre spécialiste d'Instagram, dont j'avais vu la vidéo sur YouTube un peu plus tard. Malheureusement, je n'ai pas son nom, mais on trouve plusieurs de ces personnes comme ça qui peuvent nous éclairer. Personne expliquait que justement, à partir du moment où maintenant, quand on paye pour être vu, pour Facebook ou Instagram, il y a écrit sur notre front virtuel pigeon. Donc, ah, ben très bien, lui, il est prêt à payer pour être vu. Donc, ben maintenant, on va le rendre visible à partir du moment où il payera de la pub. Et comme je vous ai dit, en plus, c'était même pas tellement le cas, ça m'a pas énormément apporté. J'ai supprimé plein de followers boulets aux pieds. C'est fou ou pas? Je vous ai aussi dit que j'avais supprimé un assez grand nombre d'abonnés de mon compte Instagram. Pas de mon compte Facebook, lui, j'ai pas regardé. Mais j'ai vraiment supprimé beaucoup de followers de mon compte Instagram. Alors en fait, c'était des abonnés fantômes, des comptes où il n'y avait absolument rien et qui n'interagissaient pas. Attention, je n'ai supprimé que des comptes qui n'interagissaient pas avec moi, avec mes comptes, qui ne likaient rien. J'avais aussi des abonnés étrangers, mais qui vraiment n'avaient absolument rien à voir au niveau de l'intérêt avec ce que je produisais. Donc je me demandais pourquoi est-ce qu'ils s'étaient abonnés à moi. J'avais des comptes de personnes qui vivaient de leur charme, à savoir que souvent ces comptes d'ailleurs ont une durée de vie assez courte, puisque ce sont souvent des comptes qui sont créés par des robots dont le but est ensuite d'attirer le client vers des plateformes de vidéos sexy. J'avais aussi donc des comptes fantômes qui étaient complètement vides, qui ne faisaient que suivre d'autres personnes. J'avais des comptes de personnes qui s'intéressaient visiblement pas du tout au dessin, ou par exemple il y avait que du tuning de voiture et qui ben voilà donc n'interagissaient pas avec moi. J'avais des comptes d'anciennes collègues de travail qui sont sur Instagram une fois par an et qui de toute façon, ben pareil, n'interagissent pas sur ce que je fais parce qu'elles sont quasiment jamais sur Instagram. Des anciens comptes qui étaient devenus obsolètes, c'est-à-dire que les gens parfois changent ou quittent Instagram et laissent leur compte ouvert. Et j'ai trié un peu tout ça en sachant que je l'ai fait en plusieurs fois. Ça m'a pris un petit moment, clairement, mais là j'y reviendrai plus tard, je vous expliquerai. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que toute seule, je me suis dit que ces comptes bizarres ou inactifs, hors de propos, étaient peut-être des boulets aux pieds qui me ralentissaient et qui pouvaient peut-être empêcher le robot d'Instagram, parce que clairement celui qui vous surveille c'est un robot maintenant, et qui risquait d'empêcher ce robot vraiment de comprendre à qui je m'adressais. Alors là j'avoue, je suis un peu fière parce que maintenant on voit pas mal de coachs sur la communication qui disent la même chose que moi. Sauf que j'ai fait une bêtise. Le robot d'Instagram n'aime pas du tout que vous supprimiez vos followers. Et ça, moi, je le savais pas. Donc, si vous comptez supprimer des followers, je vous conseille de le faire par session courte, pas rapprochée, et de vous donner un max de 10-20 followers à supprimer, mais pas plus, pour chaque séance. Parce que comme je ne le savais pas, je l'ai fait un peu tout d'un coup. Et en quelques jours, je me suis retrouvée shadowban. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est puni, en quelque sorte. Le robot nous punit, on passe pour des méchants. Et c'est vrai que si on est dans les réseaux sociaux pour supprimer des followers, on est méchant. Donc pour ne pas être shadowban, je vous conseille de le faire en petite session et de vous limiter malgré tout. Donc essayez de vérifier au fur et à mesure que vous avez des abonnés qui s'ajoutent, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple, d'autant plus qu'Instagram ne vous avertit pas à chaque fois. Pour ne plus être shadowban, il y a une possibilité, c'est que si vous êtes en compte professionnel, passez en compte particulier pendant 2-3 semaines et ensuite revenez en compte professionnel et le shadowban sera oublié. Voilà, on essuie l'ardoise. Ça fonctionne très bien.
ça fonctionne bien. Et le temps où vous repassez en compte particulier, ne vous inquiétez pas, vous êtes visible, etc. Par contre, si vous restez shadowban en compte professionnel, franchement, ça peut durer un certain temps. Ça peut vous pénaliser pendant un certain temps. En supprimant ces quelques followers, donc on imagine que dès le début, je l'avais bien fait, c'est-à-dire pas trop tout d'un coup, j'ai remarqué une augmentation de mon taux d'engagement et même de mon taux de visibilité. Intégrer des communautés, poster assidûment, être actif, est-ce que c'est utile ? Ensuite, une amie m'a fait découvrir les live Twitch. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Twitch, c'est une plateforme où, alors très souvent c'était des gamers, montrer leurs sessions de jeux vidéo. Ça a été un peu créé pour ça au début. Mais maintenant, on a pas mal d'artistes qui dessinent en direct sur des sessions live. Et on peut les suivre, on peut même participer au chat, discuter avec eux, etc. C'est très sympa. Et quand on a l'habitude de suivre régulièrement la même personne, on arrive même à se connaître entre personnes qui participent au chat. J'ai pu entrer dans une sorte du coup de petite communauté et j'ai suivi des gens spécialisés notamment dans les réseaux et dans la communication. Des illustrateurs qui parlent justement de la communication sur Instagram et Facebook et YouTube, etc. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans un mouvement qui s'est appelé le défi brique. Alors, non, ce n'est pas une secte. C'est vrai que quand je dis mouvement, ça peut porter à confusion. Le défi brique, c'est un petit défi que se donnent des créatifs. Alors, créatifs, artisans, c'est un peu tout horizon, qui se tient tous les ans. Il n'existe pas depuis très longtemps. Et qui dure en gros 1 mois par an, où le but est de se forcer à poster tous les jours sur les réseaux sociaux. Et pendant qu'on entre dans ce défi brique, on entre aussi dans une communauté, cette fois-ci sur l'espace Discord, où on a des conseils de gens qui s'y connaissent, pour qui c'est le métier, de coacher dans la communication sur les réseaux, qui nous expliquent quels sont les posts qui peuvent attirer plus de vues, plus d'engagement, quels sont les abonnés cibles qu'on peut espérer, comment transformer les abonnés cibles en clients éventuels. Alors ça, personnellement, j'y travaille encore dessus. Je vous dis pas que c'est forcément facile, mais ce sont des conseils qu'on peut essayer d'appliquer à notre niveau et ça nous fait forcément avancer, ça c'est sûr. Ce que je peux tirer de la conclusion de ce défi brique, c'est qu'il semblerait que la régularité soit une très bonne chose sur les réseaux sociaux. Plus on poste régulièrement, plus les réseaux sociaux vont vous apprécier et vous rendre visible. Maintenant, je ne vous cache pas qu'un post par jour, quand on est créatif dans le domaine pictural comme moi, et surtout qui travaille beaucoup en traditionnel, même si je fais du numérique, je préfère quand même la peinture traditionnelle. Je ne vous cache pas qu'un post par jour, c'est difficile à être tenu. C'est un engagement qui est difficile à tenir. Je pense que poster 2-3 fois par semaine des choses de qualité, ça peut aussi être très bien. Les stories, c'est facile d'en faire tous les jours. Et dans ces cas-là, c'est la même chose, il faut essayer de les travailler. Lorsque je mets trop de stories sur mon chat préféré, par exemple, je remarque que je peux avoir des gens qui se désabonnent. Les gens me suivent parce qu'ils savent qu'ils vont trouver du dessin, de l'illustration, un univers particulier. Si vous mettez trop de vie privée qui n'a rien à voir avec le dessin, ça peut être un peu dangereux. Alors, montrer mon chat dans le cadre de mon atelier, oui, là ça peut être sympa, mais vraiment parler de sa vie juste perso, je pense qu'il faut le faire de temps en temps, pourquoi pas, mais surtout ne pas saturer les gens avec ça. Les gens qui vous suivent, ils savent pourquoi ils vous suivent. Et même s'ils ont besoin de s'attacher à vous en tant que personne humaine, ils doivent vous voir, vous découvrir en train de faire ce que vous êtes censé faire. Les hashtags, encore et toujours, c'est bien d'en mettre alors ou pas ? Au début, j'ai essayé de mettre les hashtags les plus utilisés. Attention, à chaque fois, je mettais quand même des hashtags qui étaient en lien avec ce que je faisais. Je ne mettais pas des hashtags hyper utilisés, hyper connus, qui n'avaient absolument rien à voir avec ce que je proposais, bien évidemment. Mais les hashtags les plus utilisés,
Très souvent, ça ne m'apportait aucune interaction, aucune réaction, parce qu'en fait, c'est là où votre post va être le plus perdu. Je me suis rendu compte qu'il fallait en fait alterner les hashtags très utilisés, les hashtags plus précis, moins utilisés, et les hashtags encore plus précis. Alors un hashtag précis, ça va être peut-être 5000 utilisations, 10 000 utilisations. Les très gros, ça va être plus des hashtags qui vont parler en millions d'utilisations. Cela, faut essayer de pas trop en mettre. Et les hashtags moyens, ça va être des 20 000 jusqu'à, on va dire, 400 000 utilisations à peu près. J'essaye de créer des catégories de hashtags. J'essaye de mettre des hashtags qui sont en rapport avec mon métier, illustrateur ou illustratrice. Des hashtags qui sont en rapport avec le médium que j'utilise, comme l'aquarelle, l'huile, etc. Les hashtags qui peuvent aussi, donc en troisième catégorie, intéresser mes éventuels clients, c'est-à-dire ceux qui aiment la nature, les yokai, les livres, les fans de livres sont pas mal de mes acheteurs de print, des collectionneurs, etc. Donc voilà, j'essaye de me donner 3 grandes familles et de puiser un peu dans chaque. Je ne sais pas si c'est le meilleur conseil du monde, mais à force de tâter dans le domaine des hashtags, j'ai abouti à cette conclusion. Maintenant, il faut savoir que le robot Instagram a aujourd'hui la capacité aussi de deviner ou de comprendre ce que vous postez. Même sans hashtag, il lit les images ou la vidéo que vous postez. Il a la faculté de reconnaître ce que vous postez. Et il repère aussi des mots clés dans vos descriptions de posts. Mais les hashtags, c'est pour l'aider encore plus à savoir où vous situez. Vous voulez quel type d'abonné? Quelque chose aussi que j'ai fait bêtement en essayant de copier ce que je voyais, c'est que je me suis mis à l'anglais. Alors je me débrouille en vrai vraiment bien en anglais. Je suis capable de mener une conversation courante, mais j'assume très très mal mon accent parce que beaucoup de gens m'ont dit que j'avais un mauvais accent. Alors ce sont des Français qui m'ont dit que j'avais un mauvais accent. Mais bref, donc je me débrouille quand même vraiment bien en anglais, je suis capable d'écrire à peu près sur tout ce que je veux, donc je me suis dit que pour avoir le plus de visibilité possible, j'allais parler en anglais. Alors quand je dis parler, je veux dire écrire bien évidemment. Je faisais des légendes de posts tout en anglais, je mettais que des hashtags en anglais, idem pour mes stories, tout était pour les anglophones, clairement. Or, qui achète le plus mes prints, ce sont des Français. Et on connaît bien les Français. Le français, il n'aime pas trop lire les sous-titres. C'est pas non plus les personnes les plus douées dans les langues étrangères. Et pourquoi je chercherais forcément à avoir beaucoup d'abonnés étrangers? C'est toujours sympa, j'ai absolument rien contre les abonnés étrangers. Le problème, c'est que dans les faits, quand on observe, ils interagissent vraiment très peu. Parfois, ils likent. Certaines personnes peuvent mettre quelques petits commentaires, mais c'est quand même très très rare. J'ai essentiellement des interactions avec les Français parce qu'ils savent que je suis française. Voilà. Draw this in your style. Est-ce que ça, c'est la pêche miraculeuse? Une amie a beaucoup utilisé les challenges de type Draw this in your style. Oula, l'accent là, c'était un peu moyen, mais c'est pas grave. Alors sur le principe, c'est quoi? C'est-à-dire que très souvent, ce sont des Instagrammeurs, artistes ou illustrateurs en tout cas, qui ont pas mal de followers et qui proposent certains de leurs dessins en libre accès, comme quoi on peut copier leurs dessins, le faire avec notre propre style, et cette personne qui a proposé son dessin en tant que modèle vous repartagera ensuite sur son compte de différentes façons, soit partagera votre production sur sa story, soit sur son feed en mettant en avant les personnes qu'elle jugera avoir été les meilleures dans la reproduction de son dessin. J'ai une amie qui en a fait beaucoup, ça lui a apporté beaucoup d'abonnés et clairement ça l'a fait démarrer sur Instagram. J'ai même une autre amie qui en a fait un peu et qui a eu des retours positifs. Il y a encore un an à peu près, c'était valable. Maintenant, malheureusement, c'est plus trop le cas. Dans tous les cas, ça peut être un bon entraînement.
créatif. Il faut écouter des coachs, mais il faut faire ta sauce. Je me suis beaucoup prise la tête avec les réseaux sociaux, au point que j'en devenais même parano. J'avais l'impression que le groupe Meta m'en voulait personnellement. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, à part les gros comptes, qui sont souvent d'ailleurs des coachs de réseaux sociaux qui vous expliquent que ça va marcher, si vous faites ci, si vous faites ça, tous les autres comptes qui sont petits restent petits. Ils peuvent évoluer, mais dans leur petit niveau. C'est comme ça. Ça sert à rien de se prendre la tête. Le tout, c'est de comprendre que si on n'a pas explosé quand il le fallait, quand c'était encore possible, il y a eu un regain d'énergie pendant la crise du Covid. Il fallait être là pendant la crise du Covid. Or moi, malheureusement, j'étais pas active correctement sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Maintenant, c'est fini. Il y en a énormément qui ont explosé au moment de la crise du Covid. Moi, j'ai raté le train. Ça a explosé aussi bien avant la crise du Covid, plusieurs années avant. J'étais pas là non plus. J'étais pas là pour prendre le bon train en marche. J'étais pas assez assidue. Maintenant, il va peut-être falloir attendre un nouveau passage du train, mais en attendant, on ne peut pas espérer exploser, comme certains l'ont fait pendant la crise du Covid, par exemple. Gagner des abonnés intéressants, et ça c'est le plus important. On ne cherche plus à avoir des milliers, des millions d'abonnés, on cherche à avoir des abonnés de qualité, en fait. On ne cherche plus la quantité, mais la qualité. Tous les coachs des réseaux qui vous disent comment poster, qu'est-ce qui peut bien fonctionner, ils vont vous donner des vrais conseils à suivre. Ça va être de vrais bons conseils pour faire de vrais bons posts qui ont plus de chances de bien marcher. Par contre, il ne faut pas croire que vous allez passer à 25 000 abonnés en un mois. Par contre, ça va réellement vous aider à mieux comprendre comment créer vos posts et à faire des choses correctement. C'est tout. Les réseaux sociaux, c'est fatigant. Il faut pourtant y être. On n'a pas trop le choix, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule vitrine pour les artistes. C'est l'unique vitrine qui est encore gratuite. Tous ceux qui vous disent « il faut laisser tomber Instagram, ça ne fonctionne plus, il faut se baser sur autre chose, il faut un site internet et une newsletter », allez voir eux Instagram, eux sur YouTube, eux sur Facebook. Vous allez voir que ce sont des gens qui ont beaucoup d'abonnés. Donc bien sûr, eux, ils peuvent se permettre de passer sur autre chose. Ils savent qu'une grosse partie de leurs abonnés vont les suivre. Mais si on a peu d'abonnés, les réseaux sociaux restent malheureusement, je ne sais pas si c'est forcément malheureusement, notre support vitrine gratuit. Est-ce qu'il y a des gens qui donnent gratuitement des ingrédients à choper pour faire ta sauce ? Voilà, je rappelle que je ne suis pas du tout un coach des réseaux sociaux ni un coach d'entrepreneuriat. J'ai un petit compte, mais ça fait un moment que je suis dessus, d'abord en dilettante et puis dernièrement de manière plus approfondie. Et je voulais juste vous partager mon expérience. Pas forcément mes réussites ou mes recettes, mais ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait, les résultats que ça a eu et les petites conclusions que j'ai pu tirer à mon niveau. Des coachs qui donnent des conseils applicables et que j'ai pu suivre, notamment pendant le défi Brick et autres. Je vais vous donner leur nom. Je ne suis pas du tout sponsorisée. D'ailleurs, ces gens-là ne sauront certainement pas que je les ai cités parce que je pense qu'ils ne me suivent pas du tout de cette manière-là aussi assidûment. Il y a tout d'abord Aurore Bay, B-A-Y, qui est une illustratrice et surtout une coach d'entrepreneuriat, j'appelle ça comme ça, autour du monde de l'illustration, des images de stock, etc. Et je prends pas mal de ses conseils, j'en laisse aussi d'autres parfois parce que ça ne s'applique pas forcément à mon activité en particulier. Elle donne pas mal de conseils accessibles gratuitement sur son Instagram, donc qui porte son nom, et aussi sur sa chaîne Twitch. Donc lors de ses lives Twitch, parfois elle aborde des points qui sont très utiles pour la communication. J'aime bien également suivre les conseils sur l'Instagram de Jessica de Prater. Je ne sais pas si je le dis comme il faut, de plus loin P-R-A-E-T-E-R, qui elle est clairement un coach de développement entrepreneurial, qui n'est pas vraiment spécialisé dans le monde de l'illustration, mais qui, pour certaines manières de communiquer sur les réseaux, peut avoir de très bons conseils.
J'ai également un autre compte Instagram que j'aime bien suivre, c'est celui de Marion comme artisanal. Alors ça s'écrit Marion, le tiré du bas, C-O-M, le tiré du bas, artisanal, A-L, sans E. Alors bien évidemment, elle s'appelle pas comme ça, mais je ne me souviens plus de son nom civil. Mais sur Instagram, en tout cas, elle apparaît sous ce pseudo. Et elle est spécialisée dans le coaching entrepreneurial. Alors, elle appelle pas ça comme ça, elle a un autre terme, mais là, sur le coup, je ne m'en souviens plus. Mais elle propose des posts très simples où elle donne des vrais conseils sur la communication, pareil, sur les réseaux. Alors, c'est très très ciblé, elle, sur Instagram, hein. Et en plus, c'est très agréable à regarder parce que sur ses reels, elle est très choupie, hyper souriante. Parfois, elle dit des choses qui sont toutes simples, mais qui sont toujours bonnes à prendre, des choses auxquelles on ne pense même pas. Il y a aussi des façons de faire, des façons de créer des reels ou des stories intéressantes. Voilà, voilà, j'espère que ce retour d'expérience vous aura donné l'envie, vous aura sorti peut-être de cette parano qu'on peut avoir face aux réseaux sociaux. Non, 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 il n'y a personne sur les réseaux sociaux qui vous en veut personnellement. C'est juste un robot qui agit comme un robot avec du bon et du mauvais. Je le répète, je ne suis pas professionnelle là-dedans, c'est juste l'expérience de quelqu'un lambda comme vous et j'avance encore à mon petit niveau. Je porte de jugement sur personne ni sur aucune pratique de communication sur les réseaux. Simplement, je vous ai expliqué ce qui a un peu marché, pas trop mal marché pour moi, pas du tout marché, ce qui était un échec. Ce sont des retours d'expérience et les conclusions que j'ai pu en tirer. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, puisque je vous ai parlé de manière honnête et ouverte. J'espère très humblement, parce que c'était mon but. Je suis très humble là-dedans. N'hésitez pas aussi à partager votre propre expérience dans les commentaires, le peu que ça vous laisse d'expression en tout cas. Essayez de condenser si jamais. S'il y a des choses dont je vous ai parlé, des gens que j'ai pu citer, si vous les suivez aussi, si vous avez, pourquoi pas, d'autres bons plans ou d'autres personnes à écouter qui sont intéressantes, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici quelques temps, dans 2 semaines normalement, qui sera très certainement une vidéo plus tournée sur la production d'art comme mes vlogs précédents. Abonnez-vous si vous souhaitez me suivre mon évolution et peut-être évoluer avec moi. Voilà, je vous dis à bientôt. Cœur avec les doigts. Bon courage. Ciao, ciao.